Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est l'heure de votre journal. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Solar Impulse, cet avion solaire qui devrait faire le tour du monde, a installé son centre de contrôle en principauté. Visite guidée. Suite de notre série de reportages consacrés à la journée des métiers. Aujourd'hui, la profession d'électrotechnicien dans les casinos de Monaco. La présentation de l'exposition éphémère réalisée par les élèves du pavillon Bozio et les étudiants en art contemporain de la Sorbonne à Paris. Et enfin, un happy hour musical. Les solistes de Monte-Carlo ont interprété jeudi dernier l'histoire du soldat de Stravinsky à l'auditorium Régnier 3. Nous vous en parlions dans une précédente édition. Bertrand Piccard était à Monaco en début de semaine et pour cause. Le Monaco Control Center qui va suivre son tour du monde en avion solaire a été inauguré par le souverain. Sandrine Nègre vous livre plus de détails. Un avion qui ne sera visible une fois en l'air que depuis Monaco. Cela peut surprendre et pourtant, les technologies actuelles vont permettre d'établir en direct le contact entre cet espace basé au centre de congrès auditorium Régnier 3 et les pilotes de Solar Impulse 2, Bertrand Piccard et André Borschberg. Ils seront au-dessus des continents bien sûr, mais aussi des océans Pacifique et Atlantique. L'avion décollera d'Abu Dhabi début mars prochain. Un tour du monde qui aura la particularité d'être parfaitement propre, ne laissant aucune trace de pollution sur son passage. Un projet soutenu par le prince Albert II et sa fondation depuis ses débuts. Et c'est aussi pour prouver justement que des solutions existent et que c'est un formidable espoir aussi ce projet de Solar Impulse. C'est l'espoir d'envisager une autre façon de voir les choses, une autre façon d'utiliser l'énergie, d'utiliser de l'énergie propre pour des transports, mais ça peut avoir aussi d'autres applications. Et ça a déjà d'autres applications, mais il faut les développer. Un rêve qui devient donc une réalité et qui relève aussi très largement du défi. Pas de carburant pour ces heures de vol à 80 km/h, mais des batteries chargées grâce au soleil. Des niveaux d'altitude quotidiens qui équivalent à une montée et une descente de l'Everest, 9000 mètres. Tout est étudié, technique de respiration, méditation, auto-hypnose même, car il ne sera pas question d'heures de sommeil, plutôt de tranches par 20 minutes, mais l'enjeu pour eux est de taille. Je pense que ça, c'est la caractéristique de Solar Impulse. C'est que ce n'est pas simplement un avion qui fait un tour du monde à l'énergie solaire pour la première fois, c'est un avion qui délivre un message très clair sur l'importance des nouvelles technologies propres pour la résolution d'un grand nombre de problèmes de notre société et de notre monde, en particulier les changements climatiques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai hérité, que je suis heureux de transmettre. Cette aventure devrait s'achever dans le sud de l'Europe ou l'Afrique du Nord, après avoir franchi entre autres Nanjing, Hawaï, Phoenix ou encore New York, grâce aussi au travail réalisé ici dans ce centre névralgique installé sur le territoire monégasque. 24 heures sur 24, météorologues, mathématiciens, contrôleurs aériens vont permettre à cet avion d'assurer son parcours. Alors les missions de ce centre, c'est de planifier les vols et ensuite de les contrôler, de donner tout le support possible aux pilotes pendant le vol. Et donc ça va commencer 5 jours avant le premier vol et ça va durer sur toute la période du Tour du Monde jusqu'à peu près au mois de juillet ou début août. Et sachez que vous pourrez également chez vous suivre cet avion solaire de 2300 kg sur le www.solarimpulse.com. Et sachez que vous pourrez suivre prochainement un nouveau numéro de la ligne verte consacré à ce Solar Impulse 2. Le reste de l'actualité en bref. Vous voyez sur ces images la première réunion du comité scientifique de l'année de la Fondation Prince Albert II. 17 nouveaux projets ont été présentés au comité. Après discussion et débat, les meilleurs dossiers seront exposés cette fois au conseil d'administration pour qu'à l'issue, la Fondation du Souverain soutienne ses projets environnementaux. En vue de la prochaine exposition universelle de Milan, Monaco Interexpo vient de signer au Fairmont Monte-Carlo un nouveau partenariat avec la marque de café basée à Turin, Costa d'Oro. Costa d'Oro va notamment distribuer à l'ensemble de son réseau international, soit plus de 42 pays, une série de tasses, sous-tasses, sachets de sucre et serviettes aux couleurs du pavillon Monaco. Cette marque de café, en devenant partenaire officiel, s'est engagée également à reverser la totalité de ses ventes au restaurant du pavillon au profit du projet de seconde vie piloté par la Croix-Rouge monégasque au Burkina Faso, l'Umbila 2017. Nous vous en reparlerons plus en détail dans une prochaine édition.
Suite et fin de notre série de reportages consacrée à la journée des métiers. Après le bien-être au terme, grand chef dans un restaurant ou encore la profession de barman, voici aujourd'hui un focus sur le métier d'électrotechnicien dans les casinos de Monaco. Voyez ce reportage d'Ottilia Ferré. 1115 machines à sous. Les maintenir en état, c'est la mission de Philippe Laplace et de son équipe. Cet électrotechnicien vadrouille entre le Café de Paris, le Monte Carlo Bay ou le Sun Casino pour s'assurer du bon fonctionnement de ces machines. Un métier plutôt méconnu, mais que Philippe considère comme porteur en principauté. Aujourd'hui, les machines à sous sont quand même en évolution constante. Depuis une bonne vingtaine d'années, on est passé quand même de la machine électromécanique avec les mains dans la graisse et de la mécanique pure et dure, à des machines qui sont des objets extrêmement modernes, très tendance, avec beaucoup de vidéos. Et c'est vrai que ça peut attirer des jeunes parce qu'aujourd'hui, avec toute la tendance réseau, jeux vidéo, nos machines aujourd'hui se rapprochent énormément de certains jeux vidéo, donc ça peut être un métier intéressant pour des jeunes, je pense. Quand Philippe a commencé, il y avait à peine l'électricité sur les engins. Aujourd'hui, avec les progrès techniques, jouer aux machines à sous, c'est devenu un vrai spectacle. Faire ce métier à Monaco, c'est particulier et on peut même dire unique. Ce qui fait notre spécificité, c'est que la plupart même l'intégralité des casinos européens font appel à des sociétés extérieures pour la maintenance des casinos, des machines à sous, alors que chez nous, il y a encore des équipes en place, donc comme notre atelier, qui assurent l'intégralité de l'installation, la maintenance des machines à sous, voire parfois même le développement en partenariat avec certains constructeurs de nouveaux produits qui sont un petit peu des produits pilotes chez eux, phares qu'ils veulent développer, et sur lesquels le test est fait chez nous. On est un petit peu pour certains constructeurs une vitrine européenne. Et on n'a même rien à envier à certains casinos de Las Vegas où le parc est nettement moins attrayant que le nôtre. Un bac+2 est requis pour exercer cette profession. Pour Philippe, cela fait 30 ans qu'il baigne dans le monde du casino. Après ça, c'est sûr, les machines à sous n'ont plus aucun secret pour lui. Direction à présent la salle du quai Antoine Ier pour y découvrir une exposition éphémère réalisée par les élèves du pavillon Bozio en partenariat avec des étudiants en art contemporain de la Sorbonne à Paris. Vanessa Dessy a assisté vendredi dernier au vernissage. Reportage. Mettre à l'honneur des performances et des œuvres protocolaires issues de collections publiques, un challenge bel et bien relevé par les étudiants en art contemporain de l'Université de la Sorbonne Paris 4 et des élèves de 4e et 5e année de l'École supérieure d'art plastique à Monaco. Les universitaires commissaires et scénographes pour l'occasion proposaient d'étudier la nature des œuvres dites protocolaires. Une œuvre protocolaire, c'est une œuvre qui est sous forme de protocole, c'est-à-dire que le protocole, c'est l'œuvre, c'est sous une forme de... C'est comme un format papier, avec un protocole qui énonce une façon de réaliser une œuvre matériellement. Donc une œuvre qui n'existe matériellement que quand on la réactive, que quand on décide de l'exposer. Et c'est justement ce qu'on a fait pendant toute cette semaine. On est parti de protocoles, donc c'est comme une recette édictée par des artistes, et nous, on les a réalisées pour eux. Donc c'est des œuvres allographes. À travers une sélection de 14 œuvres issues des fonds régionaux d'art contemporain de différentes régions françaises et du site Do It, une œuvre a surtout retenu l'attention des visiteurs. Elle est signée Michel Blasi et elle est conçue comme une recette de cuisine évolutive et éphémère. Spaghetti Méduse était un challenge dans le sens où on ne savait pas vraiment le temps que ça allait prendre parce que lui il joue beaucoup sur le temps et donc... avec les moisissures, là c'est avec de l'eau, et donc on ne savait pas en une semaine ce qu'on allait être capable de faire et le rendu final que ça allait donner. C'est en ça que c'est intéressant la réactivation des œuvres, c'est que ça nous laisse une liberté aussi importante et donc c'est quelque part une responsabilité que nous donnent les artistes. Et dans le cas de Michel Blasi, c'est vrai que le protocole était
pas si simple finalement à réaliser. Et on pense que lui, il avait certainement la technique pour faire en sorte que c'est des méduses en sac plastique remplis d'eau qui vont petit à petit assouplir des bouquets de spaghettis qui sont posés à côté d'eux. Et d'un point de vue formel, je pense que ça aurait pu être plus réussi si on avait réactivé encore d'autres fois cette œuvre. On aurait pris la main, je pense. Prochain rendez-vous pour le pavillon Bozio, fin mars, les journées portes ouvertes de l'École supérieure d'art plastique. Dessins, installations, projets collectifs et scénographiques seront proposés sous la forme d'un accrochage. Culture toujours, on connaît les happy hours dans les bars, on connaît peut-être moins les happy hours musicales de l'OPMC. Les solistes de Monte-Carlo ont interprété jeudi dernier l'histoire du soldat de Stravinsky à l'auditorium Régnier 3. Reportage de José Sacré. Pour le premier Happy Hour musical 2015 au Troparium de l'Auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait inscrit au programme l'histoire du soldat, musique de Stravinsky, texte de l'écrivain suisse Charles Ferdinand Ramuse, interprété par les solistes de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Louis Dedieu. C'est un groupe à géométrie variable, dont là ce soir on sera 7 musiciens, mais on peut jouer aussi à 4 ou 12 musiciens. Ce sont surtout des solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est vous qui avez eu l'idée de fonder, dans quel but ? Justement pour aborder un répertoire inhabituel, comme ce soir, l'histoire du soldat. J'ai fondé ça quand je suis rentré à l'orchestre en 1976. Et c'est une œuvre qui est très difficile et qui met bien en valeur les instruments qui sont présents dans l'ensemble et aussi le récitant. Il y a un violon, une contrebasse, il y a une clarinette, un basson, un cornet, un trombone et une percussion. En quoi est-ce difficile à jouer ? Rythmiquement, c'est du Stravinsky, donc Stravinsky c'est jamais facile, il casse toujours les lignes mélodiques, il met toujours une mesure qui vient faire un petit croche-pied si vous voulez au rythme, donc c'est difficile rythmiquement et techniquement aussi. On voit souvent 3 comédiens différents, l'un qui joue le narrateur, le soldat et puis le diable. Et ici, c'est une épreuve que j'aime, c'est-à-dire changer la voix, jouer, passer d'un personnage à un autre. Et je crois que tant la musique est virtuose, tant dans le jeu d'acteur, il faut se prêter au changement de rythme. Il sort, il s'en va, à l'entrée des jardins du roi. Les gardes lui demandent où il va. Où je vais? Mais je vais chez le roi. C'est une œuvre qui demande énormément de concentration, de virtuosité, on l'a dit, et une implication de tous les instants, que ce soit quand on écoute la musique entre les différentes parties du récit, soit quand on est soi-même évidemment dans le récit. Donc je le vis vraiment comme une course, évidemment comme un moment artistique bien entendu, mais les deux sont intimement liés. Vendredi 20 février, le prochain Happy Hour musical sera aussi consacré à la musique russe avec le quintet avec piano en do majeur de Borodine et des romances pour soprano, violon, violoncelle et piano de Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov et Glinka. En bref, il n'est jamais trop tard pour la galette des rois. Un goûter d'épiphanie vient d'être organisé par l'Union des femmes monégasques au Café de Paris. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mercredi, un temps calme, sec et beau, sans nuages, il fera de 9 à 15 degrés. Jeudi, du soleil et quelques nuages, les températures restent supérieures au normal, de 10 à 15 degrés. Vendredi, le soleil sera plus hésitant, sans détérioration importante. Il se pourrait qu'il pleuve en soirée, comptez de 9 à 14 degrés. Et enfin samedi, un ciel nuageux et de faibles pluies passagères. Les températures baissent légèrement. Il fera de 9 à 12 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants le magazine ciné de José Sacré. Mais avant cela, on se quitte en danse et en musique. Rina Kanehara de l'Académie Princesse Grace vient d'obtenir 2 prix prestigieux à Lausanne, en classique et en contemporain. On regarde cet extrait. À très bientôt. Au revoir.